OK. Hier, nous avons parlé des lymphocytes T. Nous avons parlé spécifiquement des T-règles. Nous avons parlé de la maturation euh, des lymphocytes T, de l'activation des lymphocytes T. Quel est le processus dans l'activation des lymphocytes T et quels sont les différents lymphocytes T qui existent et qu'est-ce qui définit la différenciation de lymphocytes T CD4 naïfs en certains lymphocytes T spécifiques tels que TH1, THD, TH2, ne serait-ce que ceux-là, ainsi de suite, parce qu'il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Alors, question, euh, quelle est une chose dont vous vous souvenez par rapport à notre conversation d'hier? Une personne à la fois. De quoi vous vous souvenez par rapport à notre conversation d'hier? Vous voulez que je vous donne une minute pour y réfléchir? Monsieur, on ne peut pas dire non. Si vous pouvez dire non. Vous pouvez dire vous voulez 2 minutes. Monsieur, on veut 5. 5 minutes. OK, d'accord. Je vous donne 5 minutes. Il n'y a pas de souci. Je vous donne 5 minutes pour essayer de rafraîchir la mémoire par rapport à ce qu'on a vu hier. Chaque personne doit dire quelque chose. OK? Donc, vous avez 5 minutes, top chrono. Donc, quand il sera 8h48, on commence. Vous pouvez écrire vos pensées sur une feuille. Ça pourrait aider. Allô? Oui, allô? Vous êtes prêts?
Vous avez Monsieur, encore 2 minutes. on était déconnecté, donc on n'a pas les informations qui sont passées il y a quelques minutes. OK. La question est la suivante. De quoi vous souvenez-vous à propos du cours d'hier? Chaque personne doit dire quelque chose. Et je vous ai donné 5 minutes. Il nous reste 2 minutes. Donc, pour votre cas, il vous reste 2 minutes. Vous devez écrire quelque chose par rapport au cours d'hier. Ça peut être une phrase, ça peut être 2 phrases. C'est comme vous voulez. Ça y est, vous me suivez? Oui, monsieur, on vous suit. OK. OK. Alors, le temps est terminé. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez pour nous? Monsieur, Oui? bon, par rapport à hier, moi, je me rappelle quand on a abordé La tolérance. la tolérance OK. immunitaire. Et on disait que la tolérance immunitaire, c'est la capacité du système immunitaire à ne pas réagir contre certains antigènes ou bien certains pathogènes présents dans l'organisme. Et on avait pris des exemples de la flore intestinale, par exemple, sur laquelle il y a certains pathogènes qui permettent de maintenir un équilibre. OK. Très bien. Merci, Dari. Monsieur, toujours en rapport avec la tolérance, Mhm. on a aussi parlé du fait qu'il y avait 2 types de tolérance. Uh-huh. Donc, on a la tolérance centrale, notamment, qui Uh-huh. va avoir un rapport direct avec les organes, les organes du thymus, pour les lymphocytes, pour les lymphocytes, avec les organes du thymus de la moelle osseuse. Mhm. On a expliqué que ces cellules-là vont reconnaître les antigènes du soi et les éliminer par des morts cellulaires programmées. OK. Et la tolérance périphérique, je n'ai pas bien répondu. C'est le ancien niveau qu'on a eu. Je veux peut-être revenir un peu par rapport à la tolérance centrale. Vous avez dit que ça élimine les antigènes du soi
Est-ce que vous pouvez répéter votre idée encore, s'il vous plaît? Oui, monsieur, je disais que là, lorsqu'on parlait de la tolérance centrale, on faisait référence notamment aux cellules immunitaires qui sont Mhm. produites par la moelle osseuse, donc les lymphocytes T, les lymphocytes B, Ah, et que ces derniers vont reconnaître beaucoup trop, parce qu'on a pris l'exemple de l'hypersensibilité, par exemple, ah, ils vont reconnaître beaucoup trop les éléments du soi, les antigènes du soi, comme euh, les bactéries de la flore, les bactéries de la flore commensale, et les éliminer mais par divers processus. si vous êtes au niveau central, vous ne pouvez pas avoir les bactéries là-bas. Au niveau central, il n'y a pas de possibilité que vous ayez des bactéries là-bas, Donc, ça va se techniquement. périphérique. Donc, est-ce que Monsieur, donc, quelqu'un c'est veut le revenir niveau. euh, sur la tolérance centrale? S'il vous plaît, les gars, donc j'ai mal compris. Excusez-moi. Non, 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 il n'y a pas de souci. Non, c'est comme ça qu'on essaie de voir à quel niveau on a besoin de corriger. C'est ça le processus de l'apprentissage. Donc, il n'y a pas à être désolé, c'est tout à fait normal. On est là pour apprendre et pour peaufiner certaines choses. D'accord? C'est pour ça que c'est important de parler. Parce que si vous ne parlez pas, vous pouvez garder une mauvaise connaissance. Et on est là pour corriger ça. OK, revenons à la tolérance centrale. Quelqu'un veut dire quelque chose par rapport à la tolérance centrale pour corriger? Personne d'autre n'a prévu parler de tolérance centrale? Monsieur, Oui? moi, à propos de la tolérance centrale, ce dont je me rappelle un peu, c'est qu'on a parlé de tolérance, pas de tolérance, mais de sélection négative et de sélection positive. Mhm. Oui, et que la sélection négative, c'est justement quand, au niveau de la tolérance centrale, les lymphocytes reconnaissent trop fortement les cellules réagissent trop fortement aux antigènes du soi, alors que la tolérance positive, c'était justement de laisser une quantité adéquate d'antigènes du soi qui sont utiles à l'organisme. Qu'est-ce que le reste de la classe pense? Est-ce qu'on est correct au niveau de la sélection positive et de la sélection négative par rapport à ce que Daryl a dit? Allez, on va embêter quelqu'un. On va dire, Jessica, qu'est-ce que vous pensez? Monsieur, Oui? euh, est-ce que, bon, je ne sais pas si vous posez la question, mais les lymphocytes dans la tolérance est positif, la tolérance positive, monsieur, eux, Oui? ils doivent reconnaître, c'est pas faiblement, monsieur, le CMH du soi. Qu'est-ce que le reste de la classe pense? Monsieur, Oui? je suis d'accord avec ce que Jessica a dit. OK? Qui d'autre est d'accord avec ça? Mais La c'était par sélection, rapport à la sélection positive, positive, non? ouais.
Sélection Oui, sélection monsieur, positive, sélection négative. oui, d'après ce que j'ai noté hier, la Uh-huh. sélection positive, c'est lorsque les lymphocytes T reconnaissent faiblement justement le CMH. OK. Alors, la sélection positive et sélection négative, lors du développement lymphocytaire, on a deux phases de sélection, n'est-ce pas? La sélection positive répond à la question suivante. Est-ce que la nouvelle cellule lymphocytaire T, est-ce qu'elle est capable de reconnaître des antigènes étrangers, oui ou non? Si la réponse est oui, cette cellule va être préservée. Maintenant, il y a une autre question. Est-ce que cette même cellule qui serait capable de reconnaître un antigène étranger est aussi capable de reconnaître nos antigènes comme étant des éléments à éliminer? Enfin, on va dire nos propres molécules comme étant des éléments à éliminer, oui ou non? Si la réponse est oui, à ce moment-là, on va dire que ça, ce n'est pas une bonne cellule T parce qu'elle est capable d'attaquer même nos propres cellules. D'accord? Cette cellule-là va mourir. Par contre, celle qui n'est pas capable de reconnaître nos propres cellules ou reconnaître faiblement nos propres cellules va être préservée. Donc, quand on parle de sélection positive, positive pour la reconnaissance d'antigènes étrangers et anormaux, / tumoraux. Ça, c'est la sélection positive. Maintenant, la sélection négative, c'est que cette cellule ne doit pas être capable de reconnaître nos propres molécules, nos propres cellules, comme étant des cibles à détruire, ou doit reconnaître avec une très faible capacité, donc petite affinité. Parce que si elle était positive, pour nous, ça veut dire qu'elle reconnaît nos antigènes et elle va, enfin, nos cellules, et elle va les détruire. Vous me suivez? Vous Oui, m'entendez? monsieur, oui, on OK? vous suit. Et là, maintenant, on va partir au niveau du CMH. Et on va dire que, OK, alors, de manière spécifique, qu'est-ce que ça veut dire par rapport au CMH? Ça veut dire que nos propres cellules, lymphocytes T, doivent avoir une faible affinité par rapport au CMH. OK? Sinon, ils vont systématiquement détruire nos cellules. Par contre, cette affinité va augmenter si et seulement si le CMH présente un antigène. Vous me suivez? Oui, monsieur. OK? Parce que la majorité de nos cellules, beaucoup de nos cellules présentent des CMH. Mais ce n'est pas pour ça qu'on les détruit. OK? L'affinité va augmenter avec la présence d'antigènes. Donc, en réalité, ce n'est pas tellement le CMH le problème. Le problème, c'est l'antigène. Est-ce qu'il est capable de reconnaître l'antigène
et donc consolider la relation ou l'association entre le TCR et le CMH attaché à l'antigène. C'est pour ça qu'on a parlé de co-stimulateur après. D'accord? Et vous voyez qu'en réalité, on ne peut pas vraiment dissocier les choses parce qu'il y a des interdépendances, de très fortes connexions. Et puis, il y a la sélection. Ça, c'est la sélection positive. Et puis maintenant, la sélection négative, c'est que tu ne dois pas causer des problèmes dans ton corps par rapport à tes propres cellules. Sinon, on se retrouve, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, je pense que c'était Daryl, dans une situation d'hypersensibilité. Or, vous n'avez pas d'hypersensibilité tous les jours, ni tout le temps, ni à toutes les phases de votre vie. Quand vous commencez à vieillir, c'est là où vous avez des problèmes d'hypersensibilité. Mais pendant que vous êtes jeune, vous n'avez pas de problème d'hypersensibilité. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne sélection négative. Vous me suivez? Sinon, il y aura Oui, des problèmes d'hypersensibilité. Enfin bon, bref, on va fermer la parenthèse. Est-ce que ça a du sens ce que je vous raconte? Oui, professeur. S'il y a quelque chose qui est contradictoire, n'hésitez pas à me dire. OK? Parce que c'est important d'avoir des conversations et de débrouiller certaines choses. D'accord? Encore une fois de plus, s'il y a quelque chose qui est contradictoire, n'hésitez vraiment pas à me dire. OK? monsieur. OK, on va continuer si, s'il n'y a pas autre chose à dire par rapport à ça. Alors, donc, on a entendu Daryl, on a entendu qui d'autre? Monsieur Sephora. Sephora. OK. Une autre personne? Monsieur, je n'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas bien compris? Vous avez entendu ma question? Non, je n'ai pas compris, monsieur. Vous n'avez pas compris quoi? Vous m'entendez? Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, professeur. OK. Qui disait qu'elle n'avait pas bien compris et Oui, monsieur, on qu'est-ce vous qu'elle n'a entend. pas compris? Non, monsieur, comme je venais à peine de me connecter, j'avais du mal à me connecter. J'ai vu qu'on était en train de poser des questions et c'est par rapport à la question que je disais. J'ai essayé de comprendre les réponses des autres, mais de pas, je n'arrive pas bien à me retrouver. Mais quand je regardais les notes, c'est bon. Là, je vois déjà où je suis. OK. OK, d'accord. Donc, on s'attend à ce que vous interveniez. OK? Donc, prochaine personne, donc on a entendu de Daryl, on a entendu de Sephora, on n'a pas encore entendu d'autres personnes. Madina, vous avez quelque chose dont vous vous souvenez par rapport à hier? Hum, Oui, OK, allez-y. hier nous avons présenté le schéma du système du complément. OK, Vous avez dit que le C3A et le C5A codent pour l'inflammation mhm, et
Les molécules impliquées dans l'optimisation sont C3B, CR1, CR4, CRIG, OK? qui aboutissent à la phagocytose. Mhm. Vous avez également parlé de ces molécules qui sont impliquées dans l'activation des FB, des B. OK. J'ai une question rapide. J'ai une question Oui. rapide par rapport à l'opsonisation. Donc, vous avez parlé de C3A, de C3B et vous avez parlé de CR. C'est quoi la différence Entre les entre C3B et les CR? Parce que vous avez cité plusieurs CR. entre CR1, CR4, entre les C3 et les CR. Oui. Comment dirais-je? Différence entre ces trois. Comment je peux expliquer ça facilement? Si quelqu'un peut aider. Oui. Oui, c'est CR. Donc, C3B fait de l'opsonisation, Oui. n'est-ce pas? OK? C3B Oui. fait de l'opsonisation. Donc, on va imaginer que C3B s'attache à des antigènes qui sont en train de se balader. Mais les CR, où est-ce qu'ils sont? Est-ce que les CR se baladent également pour faire de l'opsonisation? Non. Non. Où est-ce qu'ils sont? Ce sont des récepteurs membranaires. Ce sont des récepteurs membranaires. Très bien. Ce sont des récepteurs membranaires. En fait, je suis un peu provocateur parce que je voudrais que lorsque vous regardiez toutes ces choses, vous vous posiez des questions simples. Ah, d'accord. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C3B. C'est quoi C3B? OK? À quoi ça sert? OK? Où est-ce qu'on trouve ça? CR. Disons, prenons CR4. C'est quoi CR4? À quoi ça sert? Où est-ce qu'on trouve ça? Ce sont des questions, lorsque vous vous les posez, pas moi qui vous les pose, mais vous vous posez des questions très simples, comme quand vous allez au marché, vous voulez acheter quelque chose ou vous êtes en train de regarder des articles, vous voyez quelque chose de nouveau. La première question, enfin une des questions qui vous vient à l'esprit, c'est quoi ça? À quoi ça sert? Qui a fabriqué ça? D'où est-ce que ça vient? C'est des questions de tous les jours que vous vous posez, que vous devez vous poser ici, de telle sorte que ces éléments dont vous parlez parfois vont commencer à mettre du sens, à faire du sens dans votre tête. Vous allez vous dire que, OK, bon, c'est vrai, on a parlé des CR 1, 2, 3, ainsi de suite, mais ces CR, ce n'est pas juste des mots, ce n'est pas juste des éléments. Mais moi, j'ai envie de leur mettre un tag spécifique. OK, on les trouve à la surface des cellules, mais quelles cellules? Les C3B, on les trouve en circulation,
dans le plasma, mais qui les produit, comment ça se retrouve là, à quoi ça va servir. OK, quand on parle d'opsonisation, on parle d'une molécule qui va s'attacher à un élément qui peut être un antigène qui se balade tranquillement, une cellule avec des antigènes attachés. Donc, l'opsonisation, ça va être simplement attacher un tag sur quelque chose. Et puis maintenant, un récepteur va reconnaître ce complexe-là. Ça a du sens? Oui, professeur, c'est du sens. OK. Alors, on va passer à une autre personne qui se porte volontaire. Monsieur, Oui? Allez-y, c'est qui? Jessica. Jessica. Pour votre information, je suis en train de noter qui est en train de parler, hein. Allez-y. Bon, moi hier, monsieur, il y avait plusieurs problèmes de connexion. Je ne suivais pas trop bien le cours, mais bon, OK. même quelque chose quand même que j'ai retenu, Mhm, euh, qu'il y existe des lymphocytes T régulateurs naturels mhm, d'origine clinique. mhm. Il y a aussi des lymphocytes T régulateurs adaptatifs en périphérie. Ah, ah, Que la rupture, que ce que j'ai noté, la rupture de tolérance conduit à l'auto-immunité. oui, Donc, monsieur, je ne sais pas si c'est correct ou... c'est correct. Et je vais vous poser la question. Bon, pas simplement à vous, mais à tout le monde. Pourquoi vous pensez que la rupture de la tolérance va conduire à une situation d'auto-immunité? Monsieur, Monsieur, vous pouvez répéter? là, OK, est-ce que les personnes qui ont écouté peuvent répéter ce que j'ai dit? Oui, monsieur, vous avez dit que pourquoi on pense que la rupture de tolérance peut conduire à une auto-immunité. Vous avez suivi, Daryl? Monsieur, oui, monsieur. OK. et, selon nous, bon, selon moi, la rupture de la tolérance conduit à une auto-immunité parce que justement, les, les lymphocytes ne vont plus faire la sélection positive. Donc, ignorer ou reconnaître faiblement les antigènes du soi. Ils vont passer à une sélection négative, reconnaître les antigènes du soi comme ils reconnaissent les antigènes du non-soi. Et donc, attaquer les cellules de l'organisme au même titre que les cellules des microbes, des pathogènes et autres. Donc, on va arriver à une situation où nos propres gendarmes, s'il faut dire ça comme ça, attaquent notre propre pays. OK. Monsieur, vous m'écoutez? Oui, je vous écoute. Pour moi, je vais dire qu'on parle de rupture de tolérance immunitaire. Euh, Premièrement, parce que ça entraîne l'auto-immunité dans le système immunitaire et parce qu'elle permet aussi de distinguer les cellules du soi et les cellules du non-soi. Donc, ça permet de OK. distinguer les deux. Et je peux Mhm. aussi ajouter que les lymphocytes B, c'est-à-dire les lymphocytes B, permettent d'éliminer ou de ou bien d'activer certains mécanismes de sélection lorsqu'on a une infection, bien sûr, auto-immune. OK. Effectivement. OK. C'est tout, monsieur. OK. Oui. Donc, à partir du moment où
les TCR et les BCR commencent à reconnaître nos propres cellules, nos propres CMH. Bon, je peux reprendre, j'attends. Pardon? Oui, allez-y. Vous avez dit quoi? Non, monsieur, c'est bon, monsieur. OK. Donc, quand il y a une reconnaissance de nos propres cellules, à ce moment, on a un problème. OK? Donc, forte affinité pour le CMH, c'est un problème. Et là, il faut éliminer techniquement ces cellules, sinon on rentre dans une situation d'auto-immunité. All right, OK. Personne suivante? Donc, on a entendu Jessica, on a entendu Madina, on a entendu Sephora, Daryl. Monsieur, Oui? Mais ça, on a aussi euh, entendu Andrea. Hein? Andrea? monsieur, hier, Oui, monsieur. Vous ne vous êtes pas annoncé. non, Je viens de parler là, c'est Andrea. Andrea, OK. On va placer Andrea. Mais quand tu as parlé là, c'est pas répondre à la question que monsieur a donnée. mais non, mais monsieur, si ça, c'est que nous tous on a alors parlé parce qu'on est intervenu à un moment donné. OK, OK. C'est vrai, vous avez un point. Andrea doit initier son propre point. Voilà. OK, d'accord. Qui parle? Qui est la Monsieur, prochaine c'est personne qui moi, parle? Qui c'est ça? moi, oh, monsieur. Vous, c'est Mengue, qui? Mengue, OK. Mengue. Oui, allez-y, Rose. Ok. Euh, monsieur, parmi les tolérances qu'on a vues hier, Mhm. on a également parlé de la tolérance périphérique. OK. Euh, bon, d'après ce que moi j'ai retenu, ce qu'on entend par tolérance périphérique, c'est lorsque ça parle des tissus qui sont autour, autres que les cellules de maturation des lymphocytes. Si je me... OK, qu'est-ce que vous voulez dire? Soyez Monsieur, un je peu veux plus dire par précise là, parce que c'est un peu vague pour moi. ok. Monsieur, c'est un mécanisme on veut dire, d'immunorégulateur qui... Monsieur, mes idées sont un peu confuses. OK, that's okay. Tu peux prendre le temps d'écrire quelque part. En attendant, on va passer à une autre personne. On va passer à Andrea. D'accord, monsieur. De quoi vous vous souvenez par rapport à hier? Monsieur, bon, ce que j'ai plus retenu et ce que j'ai essayé un peu de faire des recherches, c'est par rapport aux différentes tolérances. Uh-huh. Avant de commencer, j'aimerais d'abord spécifier que la tolérance, c'est un mécanisme par lequel le système immunitaire apprend à ne pas attaquer les cellules du soi. OK. Voilà. Et dans les tolérances, je peux parler de la tolérance centrale, bon, de deux types de tolérance, centrale et périphérique. Uh-huh. Qu'est-ce qu'on entend par tolérance centrale? La tolérance centrale, c'est la maturation des lymphocytes B de la moelle osseuse rouge et le thymus. Et je veux aussi ajouter par là que les cellules immunitaires qui reconnaissent les antigènes de la tolérance centrale, les antigènes du soi, avec une forte affinité, sont éliminés en réduisant le risque auto-immune. On dit ça, le risque auto-immune. Bon, en réduisant le risque auto-immune. Et au niveau de la tolérance périphérique, il m'a dit que c'est la tolérance périphérique. Attendez, je un peu de page. C'est le fonctionnement de. On retrouve ça dans les organes lymphoïdes secondaires et ils empêchent l'activation des lymphocytes
autoréactifs. On va aussi dire que ce sont des cellules les cellules qui régularisent et qui Qui régularisent, régularise ou qui régule? qui régulent. Voilà. Parce que c'est Merci. pas la même chose, hein? Ah bon, ah, Non, ok. Je savais pas, monsieur. Merci. Ce sont des il n'y a pas de cellules souci. qui régulent. Euh, Comme exemple des cellules, on a les lymphocytes. Et je vais ajouter par là que c'est tout. OK, OK. La prochaine personne, est-ce que monsieur Mbabamela, est-ce qu'il est toujours là? Je suis là, monsieur. OK. Bon, je sais que vous n'étiez pas là hier, mais est-ce que vous avez lu le cours par rapport à hier? Monsieur, ce que je peux dire en ce qui concerne la tolérance, bon, je dirais que euh, la, bon, comme André l'a déjà souligné, c'est que je dirais que la tolérance, on va dire, c'est ce qui permet, la tolérance, c'est ce qui permet, on va dire, la OK, on va tolérance, vous c'est ce qui laisser on permet. va vous laisser le temps, on va vous laisser le temps de rassembler vos idées. D'accord. On va avancer. OK, on va vous laisser le temps de Merci. rassembler vos idées. Alors, nous allons peut-être avancer par rapport au cours. Je voulais être un peu provocateur pour que vous revoyiez vos notes avant de venir en classe, parce que réellement, c'est ce qui va vous permettre de, 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 de maîtriser les choses. Sachez, ou du moins, souvenez-vous que vous êtes en maîtrise. Donc, on s'attend vraiment à ce que vous maîtrisiez et pas juste répéter des mots, mais qu'est-ce que ces mots veulent dire? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Est-ce que vous pouvez créer, par exemple, euh, la maturation ou du moins l'activation des lymphocytes T dans vos propres termes? Est-ce que vous pouvez parler, par exemple, des signaux initiaux en suivi de l'activation, suivi des chimiokines qui vont en fait causer une différenciation bien spécifique? Par exemple, je n'ai pas entendu parler des différents TH. Il y en a plusieurs et on en a parlé. Oui, on en a parlé. Et, et ces différents TH jouent différents rôles. Et ça, c'est des choses qu'on a abordées hier et personne n'a parlé de ces choses-là. Parce qu'il y a des TH qui sont spécifiques dans la bataille contre les, les pathogènes intracellulaires, d'autres sont spécifiques contre les pathogènes extracellulaires, pathogènes intracellulaires, pathogènes extracellulaires, ce n'est pas les mêmes TH qui sont impliqués, d'accord? Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qu'on a abordées hier. OK, on va fermer cette parenthèse et on va continuer. Et là, nous allons aborder euh, les lymphocytes T cytotoxiques qui sont en réalité les CD8+. OK? Question? Non, monsieur, bonsoir, monsieur. Je venais à peine de me réussir à me connecter. Les autres m'ont informé qu'on a déjà fait l'appel, donc je signale ma présence. Et pour ma participation, je prends aussi du temps pour réunir d'abord mes idées. OK, d'accord. OK, d'accord. C'est qui est en train de parler? Monsieur Excusez-moi. Mademoiselle Nyangé.
Nyangé. C'est quoi votre prénom? Chelsea. Chelsea. OK, Chelsea. OK, Chelsea est arrivé. Monsieur, donc vous avez fait la paix, vous n'avez pas mis mon nom. Attendez 2 secondes. Il y a le train qui est en train de passer. OK, oui. Chelsea était dans le transport. Chelsea est arrivé. OK, très bien. Vous êtes là? Monsieur Qui Andrea. d'autre disait que je n'ai pas pris son nom? Andrea, monsieur. Andrea. Monsieur, moi Andrea aussi, était je aussi suis dans le là. transport. Ça y est, Oui, vous monsieur. êtes là. Monsieur, je suis là, j'ai dit bonjour, vous ne me répondez pas. Pardon? Julia est là depuis. Elle dit bonjour, vous n'avez pas répondu. Oh non, Julia n'a rien dit. Je n'ai pas entendu parler de Julia. Monsieur, OK. je dis bonjour, vous n'avez pas répondu. OK, vous allez mieux? Oui, monsieur. OK, c'est très bien. All right. OK, on va continuer. Alors, donc, les lymphocytes T, CD8+, cytotoxiques. Qu'est-ce que ça veut dire CD8+ par opposition à CD8-? Je vais vous embêter un tout petit peu là, parce qu'on a parlé du développement lymphocytaire, n'est-ce pas? Oui, non, peut-être? Vous me suivez? Vous m'entendez? Professeur, vous dites? Je disais, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, regardez ma diapositive. Lymphocyte T CD8+ cytotoxique. C'est le sujet d'aujourd'hui. D'accord? Vous me suivez? Oui, professeur. OK. Donc, ma question est la suivante. Qu'est-ce que ça veut dire CD8+ par opposition à CD8-? Et je vais vous ramener en arrière sur le développement lymphocytaire. Qu'est-ce que le terme CD8+ veut dire par opposition à CD8-? Vous avez entendu ma question? Oui, professeur, mais est-ce qu'il y a les CD8 mois? Ou Monsieur, bien c'est juste par opposition? monsieur, Oui? CD8+, c'est pas la présence ou l'absence d'une molécule de CD8 à la surface des lymphocytes T. Absolument. Où est-ce qu'on trouve les CD8-? Est-ce que ça existe? Monsieur, Monsieur, les CD8- sont des lymphocytes qui n'expriment pas des CD8? Oui? Où est-ce qu'on les trouve? Encore une fois de plus, je suis un peu provocateur. Je suis un peu provocateur, c'est pour voir si vous suivez en fait. Lors du développement lymphocytaire, on a parlé des doubles positifs et des doubles négatifs. Et ensuite, simple positif et simple positif, en fait. Vous vous souvenez de tout ça? Oui, non? Un peu, professeur. OK. Donc, lors du développement lymphocytaire, et je vais vous ramener en arrière, d'accord? Il y a un moment au niveau du thymus où les cellules sont double négatives. C'est-à-dire négatif pour CD8 et négatif pour CD4. Ensuite,
les cellules sont double positifs. Positif pour CD4 et positif pour CD8. Ensuite, on a simple positif. Positif pour CD8 ou positif pour CD4. Pas les deux en même temps. D'accord? Donc, je profite en fait de cette slide pour vous rappeler que lors du développement lymphocytaire, il y a des CD8-. Ces CD8- là ne sont pas encore prêts pour la bataille. Ça, c'est lors du développement lymphocytaire. Il y aura un moment donné où les CD8 vont s'exprimer et où, de manière spécifique, il va y avoir sélection des CD8+, d'une part, et des CD4+, d'autre part. Et une fois que cette sélection est faite, là, on va maintenant avoir des cellules CD8+, qui sont naïves et les cellules CD4+, qui sont naïves. Jusqu'à ce que on aille dans l'activation. Vous me suivez? Oui, monsieur. Oui, monsieur. OK? Donc, ça, c'est juste un rappel. OK? Que si vous voyez CD8+, ça veut dire que quelque part, il y a des CD8-. OK? Mais ceux-là, ils sont encore en train d'être fabriqués. Les CD sont encore en train d'être fabriqués. Les cellules sont en plein processus de développement. Bref. All right. OK. On va avancer. Alors, c'est quoi les caractéristiques de CD8+? Déjà, la caractéristique, c'est qu'ils ont des TCR qui vont être... Ils ont des TCR qui vont s'exprimer en même temps que d'autres facteurs qui sont des facteurs de stabilisation de la liaison. Ce sont les CD8+, qui sont des facteurs de stabilisation de la liaison. Donc, nous avons expression des TCR qui vont de pair avec les CD3. Vous vous souvenez? Et en plus du complexe TCR-CD3, vous avez les CD8 alpha-bêta. Pourquoi alpha-bêta? Parce que vous avez deux chaînes. Une chaîne alpha et une chaîne bêta qui constituent le CD8. OK? Donc, ces complexes sont habituellement cytotoxiques. Cytotoxiques pour quelles cellules? Pour des cellules infectées ou bien pour des cellules tumorales. D'autre part, vous avez une reconnaissance du complexe CMH1 avec des antigènes. Soyons spécifiques que les CD8+ ne reconnaissent pas le complexe CMH2 associé avec des antigènes. Ça, c'est le rôle des CD4+. Vous me suivez? Oui, monsieur. OK? Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les CD8+, qui sont cytotoxiques, ne travaillent pas seuls. Elles travaillent en étroite collaboration avec les CD4+. Alors, on va poser la question suivante. À quel endroit les
CD8+ travaille en étroite collaboration avec d'autres cellules T qui sont les helper T cells. En fait, qui sont des helper T cells. À quel moment est-ce qu'ils travaillent en étroite collaboration? On va parler de tout ça. Mais de manière simple et directe, vous avez une cellule présentatrice d'antigènes. Cette cellule présentatrice d'antigènes va présenter un antigène ici grâce au CMH1. Ce complexe CMH1 antigène est reconnu par le TCR alpha-bêta et le CD3, ok? Et tout ça, tout ce complexe va être stabilisé, la connexion va être stabilisée par le CD8 qui, lui, a deux sous-unités, sous-unité alpha et sous-unité bêta. Cette reconnaissance est stimulée ou co-stimulée par CD28 qui va s'attacher à B7. D'accord? D'une part, vous voyez que, en fait, cette connexion va induire l'expression d'un certain nombre de gènes, notamment l'activation de cette protéine AKT. Ce AKT est un régulateur transcriptionnel. Ce régulateur transcriptionnel va stimuler l'activation de la cellule CD8+. Alors ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, vous allez avoir que cette activation est aussi supportée par la production d'IL2, interleukine 2. Ces interleukines 2 vont s'attacher à un récepteur d'interleukine 2 qui va amplifier le signal d'activation du régulateur transcriptionnel pour la stimulation de la cellule CD8+. Maintenant, on va poser la question, OK, qui produit l'IL2? Well, la personne qui produit l'IL2, ce n'est rien d'autre que le CD4+, qui, lui, aura reconnu une cellule présentatrice d'antigènes qui est en train de présenter un antigène grâce au CMH de classe 2. Cette interaction va induire la libération des IL2 après activation de la cellule CD4. Donc, en d'autres termes, il y a, lors de l'activation de la cellule CD8+, une dépendance de IL2 qui est libérée par les CD4+. Donc, quand on parle d'activation des cellules cytotoxiques, cette activation ne se passe pas seulement et exclusivement en se fiant à l'interaction entre l'antigène, la cellule présentatrice d'antigène et le CD8+. Il y a aussi des interventions d'autres cellules T. Vous me suivez? Oui. OK. Alors, on va avancer. Alors, c'est quoi les étapes de la réponse des CD8+? De manière initiale, il faut savoir que les CD8+ ne se baladent pas juste comme ça. Les CD8+ sont produits dans le thymus, vont migrer et venir résider dans
les organes lymphoïdes secondaires. C'est au niveau des organes lymphoïdes secondaires qu'elles vont être activées pour pouvoir combattre une infection ou un pathogène. Ça, c'est un détail très important à retenir. Maintenant, ayant dit ceci, quelles sont les étapes d'activation de la cellule T CD8? Comme on a vu de manière antérieure, tout commence par la reconnaissance. Donc, le premier signal, c'est le signal de reconnaissance. Donc, il faut une interaction TCR, CMH de classe 1 avec en sus des antigènes. Cette interaction doit premièrement être stabilisée parce que tant que cette interaction est passagère, il ne va pas y avoir une bonne réponse spécifique. Il faut que cette interaction soit de longue durée et qu'elle soit stabilisée. Parce que pour que cette interaction soit de longue durée, il faut forcément qu'elle soit stabilisée. C'est pour ça qu'il faut nécessairement les CD8 que vous voyez ici. Voici les CD8. OK? Une fois qu'il y a cette stabilisation-là, maintenant, vous allez avoir besoin d'une co-stimulation. C'est cette co-stimulation-là qui va être induite, enfin, cette co-stimulation va être induite par l'attachement du CD28 à CD80, 86 ou B7. On a vu ça hier et je pense qu'on va peut-être encore voir ça aujourd'hui. Mais vous avez une co-stimulation. Cette co-stimulation doit nécessairement se passer grâce à l'interaction entre la cellule CD8 et la cellule présentatrice d'antigènes. Maintenant, je vais vous ramener ici en arrière. Vous avez également une cellule T ici qui n'est pas une CD8, mais CD4. Donc, je vous ramène ici. Donc, vous avez cette interaction-là. Cette interaction entre la cellule T4 ici et la cellule dendritique va causer la libération des IL, y compris les IL2 et d'autres interleukines. Enfin, je ne vais pas aller dans les IL2 pour l'instant. On va d'abord se focaliser sur les lymphocytes T4. Ces lymphocytes T4, lors de l'interaction avec la cellule dendritique, vont stimuler la libération des IL-12 par la cellule dendritique. Ces libérations d'IL-12 vont stimuler encore les lymphocytes T4. Cette stimulation des lymphocytes T4 vont causer la maturation des lymphocytes T4 en TH1. Ces TH1 vont constituer le point charnière pour le troisième signal. Premier signal, c'est la reconnaissance. Deuxième signal, c'est la co-stimulation. Le troisième signal, c'est en fait les TH1 qui vont libérer deux cytokines, l'IL2 et l'interféron gamma. Je tiens à signaler que les interférons gamma jouent un rôle très important dans la lutte contre les cellules infectées par les virus. Ça, c'est juste une parenthèse importante. Donc, ces IL2 et interférons gamma vont, quant à elles, avoir un effet sur les cellules T de telle sorte qu'elles vont passer d'un stade pré-cytotoxique à un stade cytotoxique. Vous me suivez? Monsieur. Et à ce moment-là, une fois qu'ils sont stimulés de cette manière, ces cellules vont migrer
vers les tissus. Et c'est dans les tissus que ces cellules-là vont aller faire une cytolyse des cellules cibles, cellules infectées. Donc, ici, au niveau des tissus, la cytolyse des cellules cibles par les cytotoxiques n'est pas T-helper dependent. Elle n'est pas dépendante des helper T-cells. Vous me suivez? Oui, monsieur. OK? Monsieur, Donc, j'ai une question, s'il vous plaît. oui, allez-y. Non, monsieur, si je comprends bien, par rapport aux trois signaux, le premier qui est la reconnaissance, le deuxième la co-stimulation, le troisième qui est médié par la libération de l'interleukine et de l'interféron gamma par les lymphocytes T helper 1. Jusqu'à ce niveau-là, le lymphocyte 8 n'est pas encore cytotoxique. Une fois que les IL-2 et les interférons gamma sont libérés et qu'elles agissent sur le pré-cytotoxique, ce pré-cytotoxique va devenir cytotoxique. Donc, monsieur, ce n'est qu'à partir de cette phase-là, lorsqu'ils viennent agir dessus, qu'on parle de lymphocyte T cytotoxique. Voilà, exactement. OK? Mais cette cytotoxicité, ici dans le ganglion, est dépendante du helper. Vous l'avez mentionné. Maintenant, à partir du moment où ces cellules prolifèrent, parce que les IL-2 et les interférons gamma ne vont pas avoir que pour rôle la transformation de ces cellules pré-cytotoxiques en cytotoxiques, elles vont aussi avoir comme effet la prolifération des cellules qui sont maintenant cytotoxiques. D'accord? Donc, on va parler d'expansion clonale. OK? Et de migration. Cette expansion clonale qui commence ici. OK? Et les cellules vont être tellement abondantes ici qu'elles vont aller dans les tissus et de manière spécifique dans les tissus infectés et aller cibler les cellules infectées et les détruire par voie de cytolyse. Ce que vous devez retenir, c'est que lorsque les cellules cytotoxiques sont dans les tissus, elles ne sont plus helper dependent. Vous me suivez? Elles ne sont plus dépendantes des cellules T helper. Elles sont maintenant complètement indépendantes et capables de tuer les cellules qui sont infectées. OK. Donc, vous avez dans les tissus, il n'y a pas de co-stimulation et il n'y a pas de collaboration avec les lymphocytes CD4+. OK? Enfin, on ne va pas dire qu'il n'y a pas, on va dire que ce n'est pas nécessaire. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas d'absolutisme en biologie. Il n'y a pas d'absolutisme. OK? Donc, Donc, on va aussi également dire qu'il y a dans les tissus des cycles consécutifs qui permettent d'aboutir à la cytolyse. OK? Il y a conjugaison, il y a reconnaissance, activation, granulation, recirculation. Alors, focalisons-nous un peu sur cette figure ici. Qu'est-ce qui se passe exactement au niveau de la cytolyse? Ce qui se passe au niveau de la cytolyse, c'est que les lymphocytes T CD8+, sont cytolytiques parce qu'elles ont des granules, enfin, c'est plus
que des granules, ce sont des vésicules. Ces vésicules ont deux types de protéines majeures. Les perforines qui vont former des pores dans la cellule cible et les granzymes qui sont des enzymes qui vont stimuler la mort des cellules cibles. OK? Donc, les TNF-alpha vont jouer un rôle très important ici parce que la libération des TNF-alpha va cibler les récepteurs de TNF-alpha ici, OK? Des TNF. C'est cette connexion entre les TNF solubles et les récepteurs va contribuer à la transduction du signal qui va aboutir à la cytolyse ou à l'apoptose. D'une part. D'autre part, vous avez les FAS L et FAS. Les FAS L pour le ligand et le FAS pour le récepteur. Donc, ça n'a vraiment pas d'importance ici qui est le ligand, qui est le récepteur. Le fait est que les deux molécules ou les deux complexes FAS et FAS L doivent interagir. Souvenez-vous également que nous avons parlé du synapse immunologique. Vous vous souvenez du synapse immunologique? OK? Là, on est dans le cadre d'un synapse immunologique. OK? Les trois voies, aussi bien le TNF-alpha récepteur et le FAS-L et les perforines qui vont former les pores, vont toutes induire la voie des caspases, qui est la voie de la mort cellulaire programmée, qui va conduire à la mort de la cellule. Et cette mort de la cellule est une mort qu'on va dire propre parce que la cellule va se manger de l'intérieur. Okay? La cellule cible va se manger de l'intérieur et elle va devenir de plus en plus petite et il va y avoir des petits fragments qui vont être libérés, des fragments de cellules. Ces fragments de cellules vont être plus tard phagocytés. C'est ce qu'on a appelé avant l'éphérocytose. Vous vous souvenez de l'éphérocytose? Oui, non, peut-être. Vous m'entendez? Oui, monsieur. OK. Oui, monsieur. Donc, la cytotoxicité, à partir du moment où les cellules deviennent cytotoxiques, en fait, elles vont suivre un cycle. Un cycle de tuerie, si on veut s'exprimer ainsi, ce n'est pas une bonne expression, mais c'est un cycle de tuerie. Alors, nous avons de manière initiale ici une cellule cytotoxique qui a tous les marqueurs de surface nécessaires pour attaquer les cellules cibles. Et là, on est dans la périphérie. Là, on est dans la périphérie. C'est là où la majorité des problèmes immunitaires se déroulent. Donc, c'est là le site d'action. Notez que les lymphocytes T cytotoxiques ont plein de vésicules cytolytiques. OK? Donc, ayant dit ceci, vous voyez, tout ce complexe-là va attaquer une cellule cible. D'accord? Il va y avoir une reconnaissance. Cette reconnaissance va être médiée
de manière initiale par les LFA1 et les ICAM 1. Vous vous souvenez des ICAM? C'est quoi le rôle des ICAM? Qu'est-ce que les ICAM font? Vous vous souvenez? Oui, professeur. Les ICAM sont impliqués dans quoi? Dans l'adhésion cellulaire. Dans l'adhésion cellulaire, dans la transduction du signal. OK? D'accord. Donc, oui, l'adhésion, mais également la stimulation pour une réponse cellulaire. Donc, vous avez l'attachement, très bien, reconnaissance. Ensuite, vous avez cet attachement va induire ce rapprochement qui va permettre une reconnaissance entre le TCR et le CMH1. OK? Donc, je parle bien d'induction. Ça ne se passe pas de manière simplement mécanique. D'accord? Cet attachement va induire quelque chose. Donc, il y a réellement une communication qui se passe. D'accord? Ce n'est pas simplement quelque chose de physique et puis c'est fini. OK? Donc, vous allez avoir cette reconnaissance, donc l'engagement du TCR, engagement du TCR qui est suivi par une stabilisation, d'accord? Stabilisation qui va être exacerbée avec une co-stimulation, d'accord? La co-stimulation va enfin induire comment on appelle ça? L'exocytose, d'accord? L'exocytose des granules ici pour aller former des pores dans la cellule cible. Et une fois que les pores sont formés dans la cellule cible et que les grands-enzymes sont libérés dans la cellule cible va mourir par voie d'apoptose. Mais qu'est-ce qui se passe avec la cellule cytolytique qui a causé la mort de la cellule cible? Eh bien, cette cellule cytolytique va être libérée pour aller jouer encore le même rôle sur une autre cellule cible. Et c'est comme ça qu'une seule cellule cytotoxique peut en fait tuer plusieurs cellules cibles. Okay? Ce qui est une très bonne nouvelle parce que après expansion clonale, une seule cellule cytotoxique va pouvoir tuer plusieurs cellules et ça aura l'avantage de circonscrire l'infection rapidement. Donc, nous avons exocytose. Ensuite, suivi de l'exocytose, nous allons avoir la dégranulation. OK? Cette dégranulation va permettre d'atténuer un peu l'activité de la cellule cytotoxique. Et ça, on assume que le travail a déjà été fait. D'accord? Parce que tant que le travail n'a pas encore été fait et terminé, vous n'allez pas y avoir dégranulation complète. OK? Donc, autre chose, c'est l'engagement des faces L et des faces. Bon, on a parlé de ça. D'accord? Ce dont on n'a pas parlé, c'est la synthèse du TNF-alpha. Oh, si, nous avons parlé de la synthèse du TNF-alpha. On a parlé de ça. Le TNF-alpha ici. OK? Même si on n'a pas mentionné le mot synthèse,
OK? On a parlé du TNF-alpha. Il va de transmembranaire à la libération. Et ça, c'est parce qu'il y a une stimulation, d'accord? S'il n'y a pas de stimulation, il ne va pas y avoir libération du TNF-alpha. Ça, c'est important de le dire. Donc, ensuite, nous avons la lutte contre le virus qui implique des chimiokines, d'accord, et des cytokines, y compris l'interféron gamma. Je pense que je l'ai dit avant, d'accord. Cet interféron gamma a des effets antiviraux. Ces effets peuvent être directs, ils peuvent être indirects, mais dans tous les cas, au-delà des effets antiviraux, elles vont aussi induire, c'est-à-dire les interférons gamma, elles vont induire le recrutement des macrophages et des NK. C'est aussi le cas des chimiokines. Ça, c'est la nature des chimiokines, c'est de faire, du recrutement. All right. Et puis après, on n'a que les CTL qui sont les cellules T cytotoxiques, OK? Cytotoxic T lymphocytes, c'est ce que ça veut dire CTL, cytotoxic T lymphocytes. OK? Ces cytotoxiques, ces cellules lymphocytaires cytotoxiques jouent un rôle principal dans la défense contre les virus et dans l'immunité antitumorale. Au niveau de l'immunité antitumorale, vous allez avoir, et ça c'est pour faire un clin d'œil à ceux-là qui vont travailler sur l'immunité antitumorale, OK? Parce qu'il y a un chapitre dessus, d'accord? Vous allez avoir que ces cellules tumorales vont exprimer certains gènes en quantité énorme par rapport à la normale. Cette expression anormale de certaines de certains gènes va causer une abondance de certaines protéines qu'on va à ce moment-là caractériser de protéines tumorales ou de protéines anormales, alors que techniquement, ce sont des protéines normales de notre corps. Cependant, elles sont produites en grande quantité de manière anormale et souvent se retrouvent dans des tissus où elles ne devraient pas se retrouver. Et c'est tout ça qui va causer une réponse antitumorale. Et là, les cellules cytotoxiques vont jouer un rôle très important. L'autre rôle très important qui va être fait ici, c'est au niveau de la transplantation. On a beaucoup parlé de complexes majeurs d'histocomptable 1, 2, 3. On a beaucoup parlé du complexe majeur d'histocompatibilité. Je ne me souviens pas si on a parlé pourquoi histocompatibilité. Quelqu'un sait pourquoi ce complexe s'appelle complexe majeur d'histocompatibilité? Une personne? Mais pourquoi, comme l'origine du nom ou bien la... Oui, vous l'origine du m'expliquer? nom. L'origine du nom. Du complexe majeur d'histocompatibilité. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle ainsi? Monsieur, pour être honnête, l'origine, pourquoi on l'appelle comme ça, moi je ne connais pas. Je peux essayer d'expliquer un peu ce que Oui, c'est. allez-y.
quoi ça consiste? Déjà, ce sont des molécules généralement qui sont sur les surfaces membranaires et qui vont permettre aux antigènes, aux antigènes de reconnaître les cellules du soi et du non-soi, donc de pouvoir les différencier. Oui, absolument. Vous avez parlé du soi et du non-soi. Il faut savoir que dans l'histoire des transplantes d'organes, il était question, enfin, les scientifiques ont remarqué que le rejet était basé sur la reconnaissance des tissus étrangers comme étant du non-soi. Et on a remarqué qu'il y a une molécule particulière dans le système de défense qu'on appelle aujourd'hui CMH, qui en fait définit si un organe va être accepté ou pas. Histologie, c'est l'étude des tissus. Complexe majeur, tissu, compatibilité. C'est le complexe qui définit la compatibilité lors de la transplantation d'un organe. Ce qui fait qu'il arrive à faire la différence entre une autogreffe, une xénogreffe, une allogreffe, tout ce qui est greffe. Par exemple, j'ai subi une opération il y a 2 ans, après un voyage au Gabon. Et cette opération, en fait, a nécessité un transfert de peau d'une de mes jambes à une autre de mes jambes. Alors, cette greffe de peau était une autogreffe. Donc, ma jambe gauche qui a reçu ma peau de la jambe droite n'a pas boudé par rapport à la réparation qu'on devait faire. Ça s'est passé très bien, comme une lettre à la poste. OK? Encore que la poste, ça dépend des endroits. OK? Il y a plusieurs lettres qui se sont perdues à la poste quand j'étais étudiant au Gabon. Donc, on ne peut pas vraiment dire comme une lettre à la poste dans ce cadre-là. Ceci dit, si par contre, cette greffe que j'avais reçue, je l'avais reçue de Jessica, qui dit, oh, monsieur est tellement gentil, il a eu cette opération, moi je veux me porter volontaire, je donne une partie de ma peau. Et on va dire, Jessica, c'est bien, tu es vraiment gentil, on va voir si ta peau peut aller et on va commencer à mettre les stitches, à faire la greffe, seulement pour se rendre compte que mon corps est en train de rejeter la peau de Jessica. Et quand on regarde pourquoi mon corps rejette la peau de Jessica, on voit que ce sont les CMH qui sont derrière ce boycott. OK? Et c'est pour ça qu'on a appelé CMH, complexe majeur d'histocompatibilité, de compatibilité histologique. Vous me suivez? Oui, monsieur. OK? Et ça, c'est un clin d'œil à un autre groupe qui va devoir travailler sur
la transplantation, l'acceptation et le rejet d'organes pendant la transplantation. OK? Et Ne vous ceci inquiétez pas, je vais donner ma peau. Pardon? Je vais vous donner ma peau, monsieur. Mais le problème, ce n'est pas de donner ou pas. Il y aura Le problème, c'est la compatibilité. Mais sois compatible, monsieur. Vous êtes Gabonais. Donc, allez. Bref, donc c'est OK. Donc ça, c'était en quelques diapositives, la fonction et les mécanismes d'action des cellules T cytotoxiques. OK? Je vais arrêter d'enregistrer pour une seconde.